Bonjour à tous, bienvenue dans le replay du live consacré au risque d'exposition des jeunes à la pornographie. Deuxième tentative pour nous, on essaie de se connecter avec Thomas Romer de l'association Open, Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. On a quelques petits problèmes de connexion, mais on va essayer de le résoudre. Alors, ça a l'air déjà mieux. Voilà. Avec le téléphone, c'est mieux à mon avis. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a eu Cette fois, quelques on y petits arrive. problèmes de connexion, mais on y est. Comme quoi, ça fonctionne mieux sur un téléphone que sur Voilà. un ordinateur. Voilà. Alors, on va attendre que ceux qui étaient là se connectent peut-être, se reconnectent. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Avec euh, plaisir. à parler donc de pornographie et surtout de comment est-ce qu'on fait de la prévention auprès des jeunes et plus particulièrement nous ce qui nous intéresse ce soir, c'est les parents qui peuvent être parfois démunis peut-être face à ce sujet. Et donc, on va essayer de donner quelques clés pour pouvoir les aider. Vous êtes donc le président fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. En préambule peut-être et en attendant que tout le monde arrive, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont vos missions et à quels besoins a répondu la création de votre association? Alors, l'Open est une association qui va bientôt fêter son 5e anniversaire, que j'ai fondée en essayant d'être accompagné d'un certain nombre d'experts qui m'aident à réfléchir et essayer de proposer des nouvelles formes d'intervention autour de l'accompagnement des adultes face aux problématiques que peut générer parfois le numérique. Et cette association a été créée après moi 12 années de prévention au milieu scolaire à destination des adolescents sur ce qu'on appelait communément les dangers d'Internet. Et j'ai pu, à l'issue de ces 12 années, constater qu'on manquait d'efficacité en faisant de la sensibilisation et de la prévention vers les enfants, vers les adolescents, en étant souvent très stigmatisant par rapport aux pratiques numériques des jeunes. Alors qu'on voit de plus en plus, et l'actualité malheureusement est là souvent pour nous le rappeler, que bon nombre d'adultes sont souvent un peu déconnants avec l'utilisation des outils numériques et qu'il serait bon que nous balayions un peu devant nos portes avant de stigmatiser les jeunes. Et donc c'est un petit peu l'enjeu de l'association, c'est-à-dire comment remettre de l'éducatif au milieu, euh, au milieu du numérique, comment faire en sorte que parents comme professionnels de l'enfance puissent se saisir de cet enjeu d'éducation et faire en sorte que ça se passe de manière apaisée. Lorsque vous arrivez pour faire une séance de prévention ou de sensibilisation et que vous dites que vous venez parler de la pornographie, c'est quoi les réactions que vous avez? Alors nous, quand on fait de la prévention et de la sensibilisation, c'est vers les adultes Hmm. uniquement. On a arrêté vraiment les enfants. Euh, En général, les gens nous demandent de voir même Alors, les étapes. Vous m'entendez pas? ouais, j'ai eu un petit problème de connexion. Je sais pas si c'est de l'autre côté ou d'une autre. Du coup, je sais pas si c'est passé du côté des personnes qui nous regardent. Allez, je recommence. Ouais, en quelques mots peut-être. Je disais juste que parler de pornographie, c'est pas un sujet qui est Ah, si ça bug à simple. nouveau. Ouais, Ah, bon, parce que moi, c'est ça bon va là. très bien. Ouais, Je vous entends très bien. ça va très bien chez vous. Bon, bah alors Ouais. c'est peut-être chez moi. Hein, je ne sais pas. Parler de pornographie est donc pas quelque chose de simple et qui nécessite parfois de se préparer un peu. C'est ce que font en général les structures qui font appel à nous ça fait partie d'une vraie réflexion ou souvent aussi de problématiques qui ont pu apparaître ici ou là dans l'accompagnement des enfants, puisqu'on sait que parfois, malheureusement, certains enfants qui consomment un peu trop de pornographie peuvent présenter des comportements qui peuvent inquiéter ou poser problème. Alors, c'est quoi justement ces comportements? Quels sont les risques finalement de l'exposition à la pornographie? Puisqu'on pourrait dire, on pourrait avoir des parents qui diraient, bah, de toute manière, oui, il faut bien qu'ils apprennent quelque part donc la sexualité, ou qu'ils la découvrent quelque part. Mais il y a des véritables risques. Quels sont-ils? Alors,
Il y a évidemment des risques. Maintenant, si on cherche à être assez factuel, par les temps qui courent, c'est important de remettre un peu de réalité scientifique au milieu de tout ce qu'on peut lire comme bêtises à droite à gauche. Euh, c'est important de préciser que, à l'heure d'aujourd'hui, aucune étude ne démontre un quelconque impact de la pornographie sur le comportement, que ce soit des adultes ou des enfants. Ça n'existe pas. Mm. Il y a des débuts de recherche, mais ça n'existe pas. Et néanmoins, ça n'empêche pas qu'on se questionne et qu'on regarde ce qui se passe sur le terrain et qu'on puisse faire preuve un petit peu de sens de l'observation. Et ce qu'on essaie de faire, et notamment ce que font aussi beaucoup de professionnels. Et c'est vrai que les risques, ils sont avant tout, de par la manière dont fonctionne Internet de manière générale, et les tubes, les fameux sites pornographiques que sont YouPorn, Pornhub, etc., ce qu'on appelle les tubes, fonctionnent de la même manière que n'importe quel site Internet, c'est-à-dire sur des fonctionnements algorithmiques qui ont souvent tendance à enfermer une fois le site enchaîne fonctionne sur YouTube. Ça, c'est un vrai problème quand des ados, par exemple, sont connectés chez eux tranquillement et que petit à petit, ils ne se rendent pas compte qu'ils viennent de passer 3 heures. Et je pense que l'un des principaux risques, c'est justement cette facilité d'accès qu'a permis Internet, qui a changé pas mal de choses, justement dans la manière dont la pornographie est consommée aujourd'hui et qui échappe souvent au regard des parents. Donc en fait, le premier risque, c'est un risque d'addiction en fait. Oui, qui pour le coup, j'aime pas. C'est un mot que j'aime pas trop utiliser parce que c'est un mot qui est assez devenu un mot valise et qu'on utilise du coup un peu à toutes les sauces. Mais d'un point de vue scientifique, l'addiction à la pornographie existe. Et en effet, on voit aujourd'hui, en tout cas certains sexologues tirent la sonnette d'alarme en disant, tiens, mince, on ne voyait pas autant d'ados avant en consulte, et Mm. notamment par exemple des jeunes garçons qui nous disent, bah tiens, j'arrive plus à avoir de plaisir dans un rapport sexuel au regard du fait que le décalage entre la fiction qu'ils voient dans les films pornographiques et qui sont, il faut le reconnaître, souvent destinés à une pratique masturbatoire, génère, souvent une frustration par rapport à la réalité d'une rencontre ou de ce qu'est un rapport sexuel avec tout ce qu'il y a en même temps de perfectible ou parfois de foiré, parce que les rapports sexuels, s'ils étaient tous formidables, ça se saurait. Est-ce que le jeune arrive du coup avec des représentations un petit peu biaisées ou avec des représentations de la performance sexuelle qu'il est difficile après de pouvoir assumer? Est-ce qu'il y a ça en Clairement, fait? Est-ce qu'il y a un vrai travail à faire peut-être sur les jeunes au niveau de leur représentation? oui, on voit que, enfin, en fait, le vrai problème de la pornographie dans sa facilité d'accès, c'est que aujourd'hui, on est aussi face à un échec éducatif. Ça fait 30 ans qu'on se plante sur l'éducation sexuelle et affective dans ce pays. Ça ne fonctionne pas. Et donc, face aux questions légitimes que se posent les adolescents, euh, vu que 9 adultes sur 10 à peu près sont assez fuyants sur le sujet de la sexualité, Hmm. ils vont de manière légitime chercher sur Internet les réponses aux questions qu'ils se posent. Et évidemment, quand on tape sexualité sur Internet, on tombe rarement sur le site de la SPA, et donc on tombe plutôt sur des sites, ces fameux tubes que j'évoquais tout à l'heure, les YouPorn, Pornhub, etc., qui sont extrêmement bien référencés et qui vont faire office d'éducateurs à la sexualité, Hmm. ce que d'ailleurs ils ne se gênent pas, absolument pas pour, enfin, ils se revendiquent comme tels, notamment aux Hmm. États-Unis, comme étant les vecteurs d'une éducation sexuelle des jeunes Américains. Et comme ils ont pignon sur rue à l'échelle de la planète, via Internet, c'est vrai que ces sites, maintenant, jouent un rôle un peu d'éducateur, mais on voit bien que l'enjeu, il est aussi dans la capacité des adultes à se saisir de ce sujet, même s'il est compliqué. Il me semble qu'il est de notre responsabilité à toutes et à tous de ne pas laisser un adolescent, euh, on va dire, sans réponse aux questions légitimes qu'il se pose à un âge où on est un peu un volcan hormonal sur pattes. Alors il y a donc, les adolescents et puis il y a de plus jeunes enfants aussi peut-être qui peuvent être exposés à la pornographie. Et là, au niveau des solutions que l'on peut mettre en place, est-ce que la solution c'est un contrôle, c'est un contrôle parental, c'est interdire et c'est repousser en fait le plus tard possible le premier accès à la pornographie? Comment
est-ce qu'on traite ça dans une société où le numérique est partout, où les réseaux sociaux diffusent plein de choses et où finalement le contrôle de l'information qui va être reçue par les jeunes est très difficile? Je pense qu'il faut que les parents qui nous écoutent soient conscients d'une chose, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est que vraisemblablement, de manière certaine, à 100% de chance, leurs enfants ont 100% de chance en étant connectés de tomber sur des contenus pornographiques qu'ils auront cherchés ou non. En général, Hmm. vous avez raison, les tout petits ne le cherchent pas et tombent par inadvertance sur ces contenus. On a fait une enquête avec l'IFOP en 2017 qui montrait que 56% des adolescents reconnaissaient être tombés par inadvertance sur ces contenus. Donc on voit bien la manière dont est organisé Internet et fait en sorte que ces contenus sont omniprésents et bon nombre de familles vous disent bah tiens on a voulu regarder un film en streaming et paf on s'est pris un pop-up en pleine tête et Hmm. c'était un gros film porno et ça toutes les familles l'ont vécu. Donc quand ça se passe avec un enfant c'est problématique et ce qui est encore plus problématique c'est quand ça arrive à un enfant qui est tout seul. Or aujourd'hui de plus en plus d'enfants et ça s'est notamment produit pendant le confinement sont relativement seuls quand ils sont face aux écrans. Et l'enjeu, il est vraiment pour les parents, me semble-t-il, de préparer leurs enfants au fait que ils risquent de tomber sur des messieurs ou des madames toutes nues qui sont en train de faire des choses. Et ce qu'on a souvent observé, et tous les psys le savent très bien, c'est qu'un gamin qui tombe sur ce genre de contenu a souvent tendance à se refermer sur lui Hmm. et à ne pas en parler. Il a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, d'avoir fait une bêtise. Et donc, le fait d'en parler en amont permet de prévenir ça et permet aussi d'éviter que l'enfant, de générer un traumatisme trop important et de permettre vraisemblablement une libération de la parole qui est plus que souhaitable parce que chez les tout petits, il faut le rappeler, ces images font véritablement effraction et sont d'une violence extrême. Alors, on en parle comment? Et quels sont les mots justes pour parler d'un sujet qui peut souvent gêner les parents, surtout avec un enfant où on ne veut pas trop en dire, on ne sait pas trop quoi dire. Comment est-ce qu'on fait pour les sensibiliser? Alors, et on en parle si on s'en sent capable. Ça, je pense que c'est la première des réponses à apporter. Et je pense qu'il faut que euh, la sexualité, quand on parle de pornographie, on parle de sexualité. Et la sexualité est un sujet qui nous renvoie au plus profond de notre intimité euh, et sur laquelle on a tous une perception différente, qui est liée à notre éducation, nos valeurs, nos croyances religieuses, notre parcours aussi sexuel, qui n'est pas quelque chose de linéaire et qui évolue tout au long de la vie. Et par conséquent, il est vraiment primordial d'être relativement en phase avec soi-même et de pouvoir savoir de quoi il retourne, et notamment si on se sent capable d'aborder ces questions avec nos enfants. Et c'est tout à fait légitime qu'on ne se sente pas capable. On a le droit de ne pas s'en sentir capable. Et à ce moment-là, la solution, elle est relativement simple. Elle est de absolument réorienter quand il s'agit d'un adolescent vers une source extérieure, qui peut être un centre de planning familial, qui peut être, s'il s'agit d'une jeune fille ou d'un jeune garçon, qui peut être tout un tas de structures qui sont des structures d'écoute destinées aux adolescents. Vous avez le site Fil Santé Jeune aussi, qui fait un travail formidable sur ces questions-là. Bref, il y a tout un tas de ressources. Également, il existe sur Instagram et sur un certain nombre de réseaux euh, une espèce de contre-discours qui commence à s'organiser avec des comptes qui se créent. Je pense à des comptes comme Je m'emballe clito, T'as joui, etc., qui sont certes des comptes féministes, mais qui délivrent un véritable message autour du respect, respect des filles, des garçons, le respect de son corps, le respect du corps de l'autre, etc., qui sont, me semble-t-il, des choses qu'on aborde que trop peu à l'école et que trop peu en famille et qui sont pourtant primordiales pour pouvoir développer ce que l'OMS qualifie de droit à la santé sexuelle, qui est en fin de compte un droit que tout individu devrait avoir sur cette planète de pouvoir bénéficier d'une sexualité épanouie et respectueuse. Vous avez dit que l'on avait échoué en quelque sorte en matière d'éducation affective et sexuelle jusqu'à présent. Euh, à votre sens, pourquoi? Et quelles sont les raisons? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avoir une éducation affective et sexuelle digne de ce nom? D'abord peut-être dans les écoles. Alors, il y a une loi en France, qui est une loi qui date de 2001, qui oblige les établissements scolaires à délivrer ces fameux cours d'éducation sexuelle et affective.
Je pense que, et qui n'est absolument pas Elle n'est appliquée. pas appliquée. Ouais, c'est Elle ça. n'est pas Mm. appliquée. Je vous cache pas que on se bouscule pas au portillon dans l'enceinte des établissements pour s'emparer du sujet, qui est un sujet qui est compliqué. On a bien vu lorsque Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa ont évoqué le fait de vouloir rétablir ses cours dès le plus jeune âge, tout de suite sur les réseaux sociaux, ça a été du grand n'importe quoi, on va apprendre à nos enfants à se masturber, etc. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est très particulier et qui nécessite qu'on prenne beaucoup de pincettes avant de se lancer dans des grands programmes comme ça. Néanmoins, de manière objective et quand on observe ce qui s'est passé, je pense qu'on a eu un tort qui s'explique aussi par tout un tas de raisons propres à l'évolution de la société et aussi certaines choses qu'on a pu vivre sociétalement. Ce tort, c'est d'avoir enfermé ces cours et cette approche uniquement à travers une logique hygiéniste et sanitaire. C'est-à-dire qu'on a toujours parlé depuis 20 ans de sexualité dans les établissements scolaires qu'en parlant de MST, de sida, de comment déployer une capote, Mm. de comment éviter de tomber enceinte, etc., etc., plutôt que de parler de respect de soi, de respect de son corps, Mm. du respect de l'autre, de l'altérité, des sexualités aussi, parce que la sexualité ne se résume pas à une forme de sexualité, il y a autant de sexualité qu'il y a d'individus. Et puis, d'aborder aussi des choses qui nous semblent, nous, essentielles et sur lesquelles on essaie de travailler et pousser les choses. Les sujets, c'est la notion de consentement, Mm. qu'on peut tout à fait aborder dès la maternelle. Dès la maternelle, sans parler de sexualité. Un gamin de 3 ans peut comprendre ce que c'est que la notion de consentement sans avoir besoin de lier ce mot à la sexualité et donc sans que ça choque qui que ce soit. Le consentement, c'est quelque chose qui peut s'apprendre très très tôt et qui, on le sait, plus on l'apprend tôt, pourra protéger les enfants d'éventuels prédateurs ou comportements déviants. Alors avec le numérique et en lien avec ce problème du consentement, il y a aussi un phénomène qui se répand chez les adolescents, c'est l'échange de sextos ou les sextapes qui peuvent être faites. Bon alors c'est deux choses différentes, mais à la fin il y a un risque que ces images se retrouvent en ligne, qu'elles soient partagées sans le consentement de l'enfant et que ça l'enferme dans une spirale d'enfermement, voire de cyber harcèlement. C'est un phénomène majeur que vous observez et comment est-ce qu'on prévient ça? Alors, c'est vrai que les comportements, enfin, le harcèlement à connotation sexuelle est quelque chose qui est en pleine explosion. Clairement, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de ces phénomènes qui apparaissent et qui s'expliquent notamment par une augmentation permanente du nombre de personnes qui sont sur les réseaux et du nombre d'outils qu'on utilise. Donc, et aussi avec le fait que eh ben, on se rend compte, on commence à étudier ça, que bon nombre d'ados, quand ils utilisent les réseaux, il y a une espèce un peu de dichotomie, une séparation. Il y a un moi un peu virtuel et il y a le moi en dehors de la vie des réseaux et que parfois cette distanciation que permet les écrans aux jeunes des produire lycée, etc. Mais voilà, on a envie de faire plaisir à son petit copain ou sa petite copine et on va envoyer une photo d'une partie de son corps de manière dénudée ou sexuellement explicite. L'enjeu, il n'est pas tellement au niveau de ce qu'on est en train de faire, c'est qu'en effet, comme vous l'avez dit, le problème, c'est que ces photos, elles restent sur la toile, elles sont indélébiles et que n'importe qui peut s'en emparer. C'est de là d'où vient le problème. Pas plus tard que cet après-midi, à l'association, on a reçu un message d'une maman un peu désemparée et qui nous disait que son adolescente de 12 ans avait envoyé un nude et que le nude était en train de circuler à l'échelle de l'établissement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ce que d'aucuns qualifient, notamment dans le documentaire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, que j'invite à regarder, qui s'appelle Pornographie, un jeu d'enfant qui est en replay sur France Télé, qui a été diffusé il y a un an sur ce sujet, où des adolescents disent que voilà, c'est devenu des préliminaires et que tout le monde drague un peu comme ça sur Internet. Hmm. Et à la rigueur, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à la condition qu'on ait enfin, qu'on les ait prévenus de ce qui peut se passer. Quand on voit que un homme politique comme Benjamin Griveaux peut tomber dans le panneau, on se doute bien que si ça peut arriver à des adultes, un ado, et je suis toujours assez halluciné de voir que bon nombre d'adolescents assez jeunes sont assez naïfs par rapport notamment encore à la promesse du côté éphémère des photos ou des vidéos sur Snapchat. C'est assez fou. Quand on interroge des ados au collège, vous en avez, je peux vous assurer, plus de la moitié qui continuent à croire que sur Snapchat, ça disparaît.
Or, on sait toutes et tous que ça ne disparaît jamais. Donc il y a vraiment pour moi et peut-être que la responsabilisation des comportements des adolescents, plus non pas dans l'interdiction, mais plus dans la prévention, peut avoir un enjeu là, sur ce point d'entrée qui est plus facile pour les parents et pour les adultes. Plutôt que de parler de sexualité, on parle d'image et notamment comment gérer son image dans les réseaux. Et ça, je pense que c'est un point d'entrée qui est Hmm. beaucoup plus facile et qui en plus permet d'avoir une approche globale de protection des enfants dans les espaces numériques, ce qui est assez intéressant. On le risque, ce serait d'entrer trop dans la sphère intime des adolescents en plein éveil de leur sexualité, en pleine découverte. Est-ce que ce serait un biais, ça, de trop entrer dans leur intimité au motif qu'on souhaite délivrer des messages de prévention? On a sorti une étude en février dernier faite avec Médiamétrie qui montrait que 24% des parents utilisent des logiciels espions pour espionner leurs enfants sur leur smartphone. Je ne parle pas de Waouh. contrôle parental, je parle de logiciels espions, c'est-à-dire qui espionnent les conversations, les SMS, les messages et ce qui se passe sur les réseaux. Donc, on est vraiment face à des parents qui sont très angoissés et qui du coup sont parfois un peu prêts à tout pour éviter qui ont l'impression, en tout cas qu'en étant dans l'hypersurveillance, ils vont empêcher que le pire ne se produise. Or, aujourd'hui, on sait très bien que les réseaux représentent des espaces de socialisation à part entière pour les adolescents et que les en priver, c'est les amputer de cette part de cette socialisation et qu'en même temps, ils ont en effet un droit à l'intimité et Hmm. que le paradoxe, c'est que oui, cette intimité, parfois, elle est partagée sur les réseaux. Et que oui, on peut être ado, avoir 15 ans, avoir envie de montrer et dire des choses à ses potes, et même s'ils sont 250 sur Insta, et pas avoir envie que papa et maman viennent mettre leur nez dedans. Ben ça, c'est à nous, adultes, de comprendre ça, d'accompagner ça, de le respecter, mais en même temps de délivrer des messages de prévention. Et je pense qu'en effet, vous avez tout à fait raison. Il faut vraiment qu'en tant qu'adulte, on se questionne sur ce droit à l'intimité qu'ont nos ados à l'aune des espaces numériques. Et c'est un bon moment pour se le poser puisque demain c'est donc le 20 novembre et la journée du 20 novembre, donc c'est la journée anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et il y a un des droits, c'est le droit de chaque enfant à avoir une vie privée et un accès à son intimité. Et donc ça, ça nous paraît aussi fondamental à nous, Association Caméléon. Euh, Dans ce que vous dites, j'entends aussi finalement, il faut que les adultes travaillent leur propre représentation pour pouvoir délivrer des bons messages, pour avoir les bons mots. Il faut aussi qu'ils fassent un travail sur eux et sur leur rapport à la sexualité et leur rapport aux images. Oui, clairement. Enfin, arrêtons. Enfin, aujourd'hui, on parle de sites qui font 300 milliards de vidéos vues chaque année. Euh, si ces 300 milliards de vidéos vues étaient vues uniquement par des adolescents, ça se saurait. Donc, arrêtons aussi de stigmatiser les pratiques adolescentes. Une fois encore, nous, notre combat, il est clair, c'est de remettre de l'éducatif et sans pour autant désigner une responsabilité d'un tel et notamment des parents. Je pense que être parent, c'est pas simple en 2020. Et par conséquent, loin de nous l'idée de dire c'est aux parents de le faire. En revanche, il faut qu'on soit tous conscients que on ne peut pas laisser un adolescent sans répondre à ces questions légitimes sur la sexualité. Enfin, on est tous passés par là, on a tous été ces fameux volcans hormonaux sur pattes que j'évoquais tout à l'heure, et donc on sait ce que c'est, on sait ce qu'on traverse, c'est un âge qui est compliqué, et c'est primordial de ne pas les laisser sans réponse. Après, on a le droit de ne pas savoir le faire, mais la moindre des choses, c'est de passer le flambeau, de s'intéresser. Et une fois encore, il y a tout un tas de ressources passionnantes et très bien faites sur Internet. Je pense notamment à une chaîne qu'on recommande souvent qui s'appelle Teen Spirit, qui est une chaîne suisse qui est faite qui est faite par des adultes, mais où des ados témoignent et font passer des messages qui sont très bien fichus. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus à pouvoir, en effet, balayer un peu devant nos portes et arrêter d'avoir cette approche permanente stigmatisante sur les conduites adolescentes dans les espaces numériques. Et à vous qui êtes connectés, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à notre invité sur ce sujet de la pornographie et de l'exposition des jeunes à la pornographie. Moi, j'avais une question encore à vous poser, c'est est-ce qu'il faut encourager les initiatives d'un porno éthique qui est
qui débarrasse peut-être le porno de toutes les représentations violentes que l'on peut avoir? Est-ce que ça peut être quelque chose à promouvoir, mais en tout cas une bonne initiative? Bah, il y a le gouvernement allemand qui réfléchit à sponsoriser notamment ce qu'on appelle une certaine forme de pornographie qui existe depuis un bon moment, mais qui est toujours une pornographie un peu clandestine, qu'on appelle le porno féministe, et qui est un type de pornographie dans laquelle on a banni un peu tous les stéréotypes liés au plaisir masculin et l'ultra-domination masculine. Et je pense qu'en effet, le vrai piège de la pornographie, c'est de nous faire croire que ça ressemble à une libération de la sexualité, sous prétexte qu'on a accès facile à ces images, on est dans une société sexuellement libérée, alors qu'en fait, euh, la pornographie que nous propose Internet, elle est plus enfermante que libératoire. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir s'en affranchir. Et vraisemblablement, ça peut passer en effet par un type de pornographie alternative, comme ce type de choses. Vous avez des personnes comme Ovidie avec lesquelles on travaille régulièrement, qui ont été longtemps réalisatrices de ce type de pornographie, qui apporte vraiment un autre regard, plus de douceur, moins de domination masculine, plus de respect, et en fin de compte, ce qui correspond un peu plus à la réalité de ce que tout à chacun peut vivre dans sa vie sexuelle, et débarrasser un peu de cette violence qui est devenue un critère commercial pour les sites, ces fameux tubes, YouPorn, Pornhub, etc., pour essayer de générer du trafic sur leur site, puisque ce semblant de gratuité qu'ils proposent, qui n'en est absolument pas une, hein, puisqu'ils collectent tout un tas de data et font beaucoup de pubs, cette semblant de gratuité, euh, en fait, a généré une nouvelle forme de pornographie, que dénonce notamment Ovidie dans son documentaire Pornocratie, et qui montre clairement que la violence est devenue euh, je dirais, un critère de différenciation et permet de générer du trafic sur ces sites. Lorsque vous allez en intervention et que vous proposez des ateliers de sensibilisation aux parents, quelles sont les questions qu'ils vous posent le plus? Les questions ont souvent, justement, cette difficulté de parler de ce sujet avec leurs enfants. Une volonté aussi de vraiment être dans une logique d'hyper-protection. Ça, moi, c'est ce que j'appelle un peu les parents bodyguards, hein. C'est un Hmm. peu une nouvelle génération de parents qui ont l'impression qu'ils sont investis d'une seule mission sur Terre, c'est de protéger leur enfant du pire qui peut arriver. Or, on sait tous et tous que c'est impossible et que si le job c'était ça, ben, on est mal barré. Donc, il y a aussi pas mal de questions autour de la recherche de sources pour pouvoir justement aborder le sujet. Et puis aussi, bah, je vous cache pas que pour certains, on découvre certaines choses parce que c'est un sujet dont on parle très peu et que y compris au sein d'un couple, hein, parce qu'aujourd'hui, l'offre de pornographie, elle est essentiellement centrée sur le plaisir masculin, à vocation donc clairement masturbatoire. Et une fois encore, ces 300 milliards de vidéos vues, elles sont pas vues par une seule personne. Donc potentiellement, dans chaque famille, il y a aussi beaucoup de papas qui regardent cette pornographie. Et on n'est pas là pour juger et dire c'est bien ou c'est mal, mais il y a aussi pas mal de découvertes souvent au cours des conférences ou des formations Hmm. qu'on fait. Est-ce qu'il faudrait avoir un regard en tant qu'adulte plus désinhibé sur la pornographie pour qu'il soit moins pour qu'il soit donc une recherche comment dire une pour que les jeunes cherchent moins à y accéder à tout prix, c'est-à-dire que dans l'idée que ce qui est tabou, ce qui est caché va être recherché à l'adolescence. Bah, là, en l'occurrence, je pense pas vraiment parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ce qu'ont changé ces tubes, c'est la facilité d'accès à cette pornographie. Donc, elle est accessible en 2 clics. Vous avez même des personnes, je peux vous assurer, je prends régulièrement les transports en commun et je voyage beaucoup en France. Ça m'arrive régulièrement de voir des gens qui regardent des films porno dans les transports ou dans un wagon SNCF. Donc, c'est-à-dire que je pense que le côté désinhibé, il est déjà bien présent et justement, on se rend plus compte que bah, sous prétexte qu'on a accès en 2 clics sur notre téléphone portable, bah, ça peut néanmoins choquer des gens et que ça nécessite peut-être d'avoir un peu un semblant d'intimité quand on regarde ce genre de contenu. Je rappelle juste qu'en l'espèce, en plus, la loi française, elle est très claire parce que là, c'est que euh,
contrairement à ce que disent certains adultes, le porno n'est pas interdit aux enfants. Un enfant qui est en train de regarder du porno n'est pas dans l'illicité. C'est le fait de permettre à cet enfant d'y avoir accès qui est illicite. Donc c'est bien les adultes qui sont responsables et en aucun cas un enfant, comme j'entends souvent, qui pourrait être coupable d'avoir regardé du porno, parce que souvent les adultes qui sont désemparés disent mais tu sais, c'est pas bien, hein, c'est interdit que tu regardes ça. Non, non, pas du tout. C'est pas interdit qu'il regarde ça. C'est le fait qu'on lui rende possible de regarder ça qui est interdit, ce qui n'est absolument pas la même chose. Il y a donc les états généraux, il devait y avoir donc, les états généraux de l'enfance en danger qui devaient se tenir cet automne. Ils sont reportés jusqu'à nouvel ordre par le gouvernement. C'est quelque chose qui vous inquiète peut-être en cette période de confinement où les enfants sont de plus en plus exposés aux écrans? Alors, écoutez, m'inquiète, non, pas vraiment. Je ne sais pas ce qu'on peut encore attendre en tant qu'association de ce genre de grand-messes qui sont en général où il se dit beaucoup de choses, mais derrière, on accouche souvent d'une souris. Moi, je crois plutôt aux actions que nous autres associations pouvons porter de manière individuelle et ou collective. Je sais que votre association se bat beaucoup sur toutes ces questions. Nous aussi, de notre côté, on a fait évoluer la loi. C'est un peu passé en catimini, mais le code pénal a évolué cet été en France. Et donc maintenant, on devrait pouvoir bientôt faire bloquer certains sites Internet qui ne respectent pas la protection des enfants. Et Hmm. donc, et donc, je pense, moi, je crois plus à ça, en fait. Je crois plus au militantisme, je crois Hmm. aux actions des associations, plutôt que ces grands-messes où, en général, on se regarde le nombril et où on a tendance à accoucher d'une souris. Même si je dois reconnaître que sur le sujet, Adrien Taquet, le secrétaire d'État avec qui on est en contact régulier en permanence sur cette question, a plutôt été très entreprenant et d'un grand soutien depuis le départ. Est-ce qu'il y a des recommandations, quelques grandes recommandations que vous ferez au gouvernement ou que vous portez en plaidoyer pour faire changer la loi encore? Maintenant, nous, ce qui nous inquiète et ce qu'on va surveiller un petit peu comme le lait sur le feu, c'est la manière dont la loi va s'appliquer, parce que le propre Hmm. d'un texte de loi, c'est qu'il est voté par des représentants du peuple, mais qu'après, il est interprété par des magistrats, et c'est bien là l'enjeu. Donc, on va essayer de regarder ça, de suivre ça de près. Après, nous, ce qui nous gêne un petit peu, c'est que les belles promesses faites par Jean-Michel Blanquer et Marlène Schiappa au début du quinquennat sur l'éducation sexuelle, parce que je reste persuadé que c'est l'enjeu premier de tout ça, c'est de remettre une fois encore de l'éducatif au cœur de ça, sont restées lettres mortes. C'est-à-dire qu'on a eu le droit à des jolis discours, mais rien ne change Hmm. dans les faits. Et on voit que aujourd'hui, enfin, moi, il y a des choses qui me questionnent sous une nouvelle forme d'émergence de certaines déviances qu'on ne voyait pas avant chez certains ados, et notamment, je pense à, à certaines discussions que j'ai pu avoir avec certains parlementaires comme Florence Provandier, que vous connaissez un petit peu à l'association, où on se rend compte, en fin de compte, que quand on discute avec les plateformes, aujourd'hui, notamment l'image du prédateur sexuel que tout à chacun peut avoir sur Internet, elle est complètement inexacte. C'est-à-dire qu'on a toutes et tous ces représentations du type avec les dents jaunes, les cheveux gras et l'imperméable dégueulasse. Or, aujourd'hui, la réalité que vivent les plateformes, ce qui rend d'ailleurs très difficile le repérage de ces prédateurs, c'est que le prédateur sexuel sur Internet, il a plus entre 22 et 27 ans que 55 ans. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et qui complexifie énormément le repérage de ces individus parce que ils possèdent les mêmes codes de communication que les adolescents et les adolescentes qui sont leurs proies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On retrouve toutes les informations de votre association sur votre site internet www.open-asso.org et puis vous avez un dossier thématique qui est très bien fait sur la pornographie et les risques d'exposition des jeunes qu'on peut retrouver et télécharger. Vous voulez peut-être nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on peut trouver sur ce programme? Alors, l'idée, en effet, sur le site de l'association, donc dans les dossiers de l'Open, il y a un dossier qui est uniquement consacré à la pornographie et notamment qui propose des ressources aux parents et ou aux éducateurs pour pouvoir aborder ces sujets.
qui sont issus à la fois de choses qu'on a voulu proposer. Il y a une émission pilote qu'on a faite sur YouTube où on répond à des questions d'adolescents sur ces questions-là, où j'anime cette émission avec Céline Tran, qui est une ancienne star du X, et on questionne le doc Christian Spitz de Fun Radio qui avait été notre invité, où justement l'idée c'est de pouvoir partir des questionnements adolescents et de les accompagner et de les déconstruire. Et puis, il y a également tout un tas de ressources qu'on a construites autour d'expérimentations qu'on a pu faire, notamment avec Ovidie dans son département en Charente, où on est à la rencontre de lycéens, de collégiens, essayer de faire un peu bouger les lignes, essayer justement de pas uniquement être dans la contestation de l'existant, mais proposer des pistes de réflexion et notamment des solutions avec toute l'humilité qu'on peut avoir parce qu'on est face aussi à des chantiers qui sont assez importants. Donc je pense qu'il faut juste qu'on accepte de se retrousser les manches et de prendre le sujet à bras le corps et d'arrêter de se mettre des œillères parce que sinon, pendant ce temps-là, c'est les sites porno qui font le boulot et en général, c'est pas très joli au bout du compte. Mais le message est passé. Merci beaucoup d'avoir été Merci à vous pour ici, d'avoir l'invitation. accepté notre invitation. J'espère que tout s'est bien passé et que le son a été bon tout le long de l'entretien parce que moi, de mon côté, j'ai eu quelques petits soucis, mais on va voir à la transcription. J'espère aussi. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment et puis à très bientôt peut-être. Merci, à bientôt Thomas, au revoir. Au revoir Thomas.